Bonjour à tous. Toujours dans la matière biologie cellulaire, je vais maintenant vous expliquer le cours numéro 12 et qui s'intitule le chloroplaste. Comme vous le savez très bien, une plante verte est généralement constituée d'une partie souterraine sous forme de racines, puis d'une partie aérienne sous forme d'une tige et de feuilles vertes. D'accord? Maintenant, si au laboratoire, on va faire des coupes histologiques de cette feuille verte et qu'on observe ces coupes au niveau du microscope optique, qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, au microscope optique, on va observer que cette feuille verte est constituée de cellules végétales géométriques. D'accord? Maintenant, on va agrandir un peu plus l'image de cette cellule végétale. Qu'est-ce qu'on va voir dans le cytoplasme? On va voir dans le cytoplasme des sacs qu'on appelle des chloroplastes. Pourquoi chloroplastes? Parce que ces sacs sont remplis d'un pigment vert qu'on appelle la chlorophylle. Yani, elle yakhdour en arabe. D'accord? En plus, ce cytoplasme contient les autres organites cellulaires tels que le noyau, les mitochondries, etc. Le tout enveloppé par une membrane plasmique. D'accord? Maintenant, j'observe cette cellule végétale au microscope électronique, c'est-à-dire je vais étudier l'ultrastructure de la cellule végétale. Qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer tous les organites que possède la cellule animale, mais en plus, cette cellule végétale possède des éléments ici en vert, tels que ces chloroplastes, une vacuole, une paroi, d'accord, etc. Donc, ces éléments en vert qui sont en plus par rapport à la cellule animale caractérisent la cellule végétale. Le chloroplaste est un organite qui est présent uniquement dans le cytoplasme des cellules eucaryotes photosynthétiques, par exemple chez les plantes et les algues vertes. Pourquoi ce vert? Parce que ces chloroplastes contiennent un pigment vert que j'appelle la chlorophylle. Ce chloroplaste est généralement retrouvé dans les cellules exposées à la lumière, sauf une exception où on peut trouver le chloroplaste dans des graines de pain. Boudour el Sanaour. Ce chloroplaste a la grande particularité, c'est de capturer l'énergie lumineuse pour produire des sucres grâce à un phénomène que j'appelle la photosynthèse. Donc, le schéma général de cette photosynthèse, c'est quoi? C'est d'abord absorption de l'eau par les racines de cette plante verte, puis au niveau du chloroplaste, vous aurez dégradation de cette eau, d'accord? Et grâce à l'énergie lumineuse, vous aurez libération de l'oxygène et libération aussi de molécules biochimiques qui vont se combiner au CO2 absorbé par le chloroplaste pour fabriquer les sucres. Donc, le mécanisme de cette photosynthèse sera expliqué en détail dans les diapositives suivantes. Maintenant, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est que ce chloroplaste. Tout d'abord, au niveau de cette diapositive, nous allons voir quelle est la structure de ce chloroplaste. Donc, ce chloroplaste, il est limité par une membrane externe qui est perméable.
c'est-à-dire laisse passer plusieurs molécules. Comme toute membrane cellulaire, cette membrane externe contient la double couche de phospholipides et des protéines. Sous cette membrane externe existe une membrane interne, mais cette fois-ci, elle est moins perméable, c'est-à-dire qu'elle va sélectionner les molécules qui doivent rentrer dans ce chloroplaste. Entre la membrane externe et la membrane interne, il existe un espace qu'on appelle espace intermembranaire. Maintenant, si vous voyez bien le schéma, la membrane interne va présenter des replis, d'accord, qui vont constituer comme des petits sacs qu'on appelle les thylakoïdes, d'accord? Alors, ces thylakoïdes sont soit empilés les uns sur les autres, d'accord, pour former un granum. Donc, le chloroplaste contient plusieurs granas de thylakoïdes. Ou bien ces thylakoïdes sont isolés, d'accord? Et dans ce cas-là, on les appelle les thylakoïdes intergranaires. D'accord? Si vous voyez bien le schéma toujours, tous ces thylakoïdes se trouvent dans un grand espace qu'on appelle le stroma. Que contient le stroma du chloroplaste? Donc, on avait vu dans la diapositive numéro 4 que le stroma contenait les thylakoïdes intergranaires, le granum formé de thylakoïdes accolés, et donc ce stroma contient plusieurs granas de thylakoïdes. En plus, on trouve des ribosomes, des gouttelettes lipidiques, le propre génome du chloroplaste et qui est l'ADN chloroplastique, et enfin de gros grains d'amidon. À présent, je vais vous expliquer quel est le rôle de ce chloroplaste. D'accord? Ici, vous avez le schéma général de la photosynthèse. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la sève brute qui contient l'eau et les sels minéraux arrive au niveau de la feuille verte. D'accord? Les chloroplastes de cette feuille verte vont utiliser les électrons issus de la photolyse de l'eau, c'est-à-dire la dégradation de l'eau, et utilisent aussi l'énergie du soleil pour convertir le CO2 atmosphérique en composé organique. D'accord? Le composé organique formé d'abord, c'est le sucre. Alors, la réaction globale de cette fixation du carbone, c'est NH2O plus NCO2 me donne les composés organiques, c'est-à-dire CH2ON plus libération de l'oxygène dans l'atmosphère. Dans le schéma numéro 2, on voit une synthèse générale de ce qui se passe dans ce chloroplaste. D'accord? Donc, vous avez au niveau des thylakoïdes absorption de l'eau, photolyse de l'eau et libération de l'oxygène. D'accord? Alors, cette réaction au niveau du thylakoïde, c'est une réaction lumineuse, c'est ce qu'on appelle la photophosphorylation non cyclique. D'accord? De cette réaction vont être produits de l'ATP et du NADPH+. D'accord? Ces deux produits vont rentrer dans un cycle qu'on appelle le cycle de fixation du carbone ou le cycle de Calvin. D'accord? Après captation du CO2,
vous aurez la synthèse des composés organiques. D'accord? Alors, ce cycle de fixation du carbone n'a pas besoin de la lumière, donc elle se fait dans le stroma du chloroplaste. C'est pour ça qu'on l'appelle la réaction obscure. Maintenant, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui se passe pendant la phase lumineuse. Pendant cette phase, il y a une grande réaction qui va être réalisée, c'est la photophosphorylation non cyclique qui va produire deux molécules très importantes qui sont le NADPH et l'ATP. D'accord? Pourquoi importante? Parce que ces deux molécules vont rejoindre le cycle de Calvin pendant la phase obscure. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase lumineuse, c'est-à-dire pendant le jour, quand il y a du soleil? D'accord? Alors, dans la lumière du thylakoïde, à l'intérieur du thylakoïde, on a une photolyse de l'eau. La photolyse de l'eau, ça veut dire la dégradation de l'eau sous l'effet de cette lumière du soleil. On aura libération de l'oxygène qui va sortir du chloroplaste, sortir de la feuille et va aller vers l'atmosphère. D'accord? De cette photolyse, on aura libération aussi des protons H+, et des électrons. D'accord? Alors, d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer concernant les électrons. Alors, la lumière du soleil va exciter un photosystème 2, d'accord? C'est comme une antenne. Ce photosystème 2 est situé au niveau de la membrane du thylakoïde, d'accord? Alors, quand la lumière va exciter ce photosystème 2, ça va donner de l'énergie pour le transport de ces électrons. Vers quoi? Vers les transporteurs d'électrons, et qui sont les plastoquinones en rose, puis les électrons passent vers le cytochrome P6F, puis les électrons vont passer vers plastocyanine. Seulement à ce niveau-là, ces électrons n'ont pas assez d'énergie pour continuer le transport. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours la lumière du soleil va exciter un autre photosystème, cette fois-ci le photosystème 1, pour donner assez d'énergie à ces électrons de continuer le transport vers la ferrédoxine en gris et la ferrédoxine NADP réductase en violet. Et là, les électrons vont être acceptés par le NADP. OK? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe concernant les protons H+. Donc, les protons H+, qui ont été libérés suite à la photolyse de l'eau vont passer directement dans l'ATP synthase. D'accord? Cette enzyme, on l'avait déjà vu dans la mitochondrie, va permettre la synthèse de l'ATP. D'accord? Comment la synthèse de l'ATP? C'est l'énergie du mouvement de ces H+, au travers cette ATP synthase, où on aura la synthèse de cette ATP, qui est l'énergie cellulaire. Alors, les H+, maintenant, ils se trouvent dans le stroma. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont à leur tour se combiner au NADP pour nous constituer enfin le NADPH. D'accord? Et de ce fait, qu'est-ce qu'on aura? Suite à la photophosphorylation non cyclique, on aura production de l'ATP en orange et du NADPH en vert qui vont se trouver maintenant au niveau du stroma. Après avoir expliqué la phase lumineuse, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe pendant la phase obscure. D'accord? Pendant cette phase, nous avons une série de réactions qui vont se dérouler dans un cycle particulier qui est le cycle de Calvin.
à la fin, ce cycle de Calvin va nous produire du sucre. D'accord? Pourquoi la phase obscure? Tout simplement parce que ce cycle de Calvin n'a pas besoin de la lumière du soleil pour fonctionner. D'accord? Alors, si vous voyez bien le schéma, vous avez les thylakoïdes en vert, puis vous avez la chaîne photosynthétique que j'ai agrandie ici et que j'avais expliqué en détail dans la diapositive numéro 7. Vous vous rappelez que on avait expliqué qu'est-ce que c'est que la photophosphorylation non cyclique pendant la phase lumineuse. D'accord? Alors, je vous avais dit qu'il y avait pendant cette phase la production de l'ATP et du NADPH qui se trouvent dans le stroma. Où est-ce qu'ils vont aller ces deux molécules? Ils vont rejoindre le cycle de Calvin. D'accord? Alors, ce cycle de Calvin va commencer tout d'abord par la fixation de 3 molécules de CO2 atmosphériques. D'accord? Qui vont se combiner avec 3 molécules de ribulose diphosphate. D'accord? Grâce à une enzyme appelée la Rubisco, ces 3 CO2 et 3 ribulose diphosphate vont être convertis en 6 molécules, d'accord, de 3 phosphoglycérates. D'accord? Là, j'aurai besoin de 6 molécules d'ATP pour faire une phosphorylation. Et de ce fait, j'aurai 6 molécules de 1,3-diphosphoglycérate. D'accord? Alors, ensuite, vous aurez besoin de 6 NADPH pour me donner 6 glycéraldéhyde 3-phosphate. D'accord? Alors, ces 6 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate vont se diviser en 2 parties. On aura une molécule de glycéraldéhyde 3-phosphate qui va, elle, être transformée en glucose, c'est-à-dire le sucre, d'accord? Alors, ce glucose peut être transformé en saccharose, mais il sera exporté, c'est-à-dire qu'il va sortir du chloroplaste vers le cytosol, ou bien ce glucose va être transformé en amidon. Alors, cet amidon ne va pas sortir du chloroplaste, mais sera stocké dans le stroma de ce chloroplaste. D'accord? Maintenant, les 5 molécules qui restent, c'est-à-dire les 5 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejoindre, d'accord, le cycle de Calvin en se transformant en 3 molécules ribulose diphosphate grâce à la conversion de 3 molécules d'ATP en 3 molécules d'ADP. Et de ce fait, ce cycle va recommencer un autre tour pour la formation de ce sucre. Je vous remercie pour votre attention.